I solemnly swear that I'm up to no good. Bonjour à tous, asseyez-vous. Lors de la dernière vidéo, je vous ai promis un exemple concret d'une crise à une frontière européenne, et vous le savez déjà, on va parler aujourd'hui de la frontière gréco-turque. Grand B donc, exemple de la situation actuelle de la frontière gréco-turque. C'est dans le contexte d'une poussée migratoire et au moment de l'explosion de la pandémie de coronavirus qu'a eu lieu cette crise dont on va parler à la frontière gréco-turque. Tout d'abord, quelques informations géographiques qui permettent de comprendre le contexte. La Turquie, c'est 784 000 km² pour 83 millions d'habitants. Donc la densité, c'est de 106 habitants au kilomètre carré, avec un IDH de 0,806, donc qui est très élevé, c'est le 50e pays le plus élevé du monde. La Grèce, quant à elle, c'est 132 000 km² pour 10,6 millions d'habitants, 80 habitants au kilomètre carré, et avec un IDH de 0,870. Il est donc 31e ce pays. La population est donc beaucoup moins nombreuse, et elle a vécu une crise économique dramatique avec des sanctions de l'Europe depuis les années 2000 et surtout 2010. Entre les deux pays, il y a 212 km de frontière pour la zone dont je vais parler. Cette frontière est composée d'un no man's land militarisé, mais aussi d'un fleuve peu profond, la Marista, qu'on appelle aussi l'Ebre ou Evros. Et puis, cette frontière, elle est également composée d'une autoroute côté nord qui la traverse. Il y a également parmi cette zone frontalière, les îles grecques au large de la Turquie, Lesbos, Chios, Samos, Kos pour les plus importantes, mais ce n'est pas de celles-ci dont je vais parler aujourd'hui. L'arrivée de plus d'1 million de migrants a été très difficile à gérer pour le pays de 10 millions d'habitants en 2015. Ceux-ci ont été accueillis sur le continent et se sont installés ou ont continué vers les autres pays de l'Europe. Ou bien encore ils ont été placés dans des hotspots sur les îles grecques au large de la Turquie, donc c'est les îles comme Lesbos dont je vous ai parlé. Ceci a fait exploser le nombre d'habitants sur ces îles, puisqu'en plus des habitants habituels, il y a eu les migrants qui sont arrivés en très grand nombre. Je redonne juste la définition d'un hotspot, c'est un centre d'accueil, d'identification et de prise en charge de migrants en situation irrégulière. Donc ces migrants sont bloqués sur ces hotspots jusqu'à ce que leur situation, en principe, soit régularisée. Pour résoudre cette crise migratoire qui a commencé en 2015, l'UE a négocié un accord le 18 mars 2016 avec la Turquie. Cet accord consiste en quoi ? Eh bien, l'Union européenne va verser de l'argent pour que la Turquie puisse accueillir les prochains immigrés. En contrepartie, en plus de l'argent qu'elle verse, elle facilite l'obtention de visas dans l'espace Schengen pour les citoyens turcs. L'Union européenne s'engage également à accueillir un Syrien sur son sol à chaque fois que la Turquie accueille un migrant arrivé sur les îles grecques dans la limite de 72 000. Vous voyez, si vous avez bien compris, il y avait des migrants déjà sur les îles grecques. À chaque fois que la Turquie en recevra un, en accueillera un, l'Union européenne s'engage à accueillir, elle, un migrant syrien. 3 ans après son entrée en vigueur, seuls 1843 migrants avaient été renvoyés en Turquie, alors que le texte en prévoyait jusqu'à 72 000. A l'inverse, en mars 2019, donc 3 ans après cet accord, 21 163 réfugiés syriens de Turquie avaient pu s'installer en Europe. Vous voyez donc déjà l'Union européenne a tenu son engagement, la Turquie moins, puisque 21 163 réfugiés syriens accueillis en Europe, on est bien loin des 1843 réfugiés des îles grecques récupérés en Turquie. Les ONG présentes en Turquie constatent également en plus que l'accès aux services de base pour les réfugiés, qui ont été financés par l'Union européenne à hauteur de 6 milliards d'euros, était encore bien peu développé. Cette frontière donc sert à Erdogan à faire pression sur l'Europe alors qu'il a déjà reçu 6 milliards d'euros pour accueillir lui-même correctement les 4 millions d'immigrés officiellement syriens sur son sol, même si en réalité un quart des immigrés ne sont pas syriens. Nous arrivons donc au 28 février 2020. Le président turc Erdogan annonce aux immigrés que la frontière grecque est ouverte, ce qui n'est pas le cas. En quelques heures, 13 000 personnes passent la frontière clandestinement, et entre le 29 février et le 2 mars, 24 203 tentatives d'entrée illégale ont été évitées.
donc bloquées. 183 personnes ont été arrêtées selon le gouvernement grec. C'est énorme et ce n'était pas prévu du tout. Erdogan provoque ainsi un afflux énorme de migrants d'un coup. Ils ne sont donc contraints à rejoindre la frontière que parce que Erdogan l'a voulu. Ils n'ont pas été contraints par autre chose que par la volonté du président turc voulant faire pression sur la frontière grecque. C'est une décision en fait qui vient de la mort de 34 militaires turcs qui ont été tués dans la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, dans des frappes aériennes attribuées par Ankara, par la Turquie, à la République syrienne, soutenue militairement par la Russie. Donc pour se venger de cette mort de militaires turcs, la Turquie veut faire pression sur l'Europe pour la soutenir dans le conflit syrien. Vous voyez que là on s'écarte de la frontière gréco-turque, mais que cette frontière a un impact beaucoup plus large. Je vous lis un premier article du Figaro du 6 mars 2020, donc au moment où la crise venait de commencer. Enfin, on était déjà à une semaine. De nombreux migrants dorment à l'air libre malgré le froid. Les plus chanceux, souvent des familles avec enfants, ont confectionné des tentes avec des bâches dont ils émergent chaque matin le visage exténué. Toute une économie de la misère s'est par ailleurs développée, des vendeurs ambulants turcs écoulant à des prix décuplés des bouteilles d'eau, de la nourriture ou du matériel pour fabriquer des abris. Ces migrants sont donc massés au nord de la frontière et pas sur tout le long de la frontière. Par exemple, le fleuve Evros qui sépare les deux pays sur une bonne partie de la frontière est facilement traversable, il n'est pas large et il n'est pas très profond. Mais en fait, pourquoi ces migrants sont concentrés juste sur une zone ? Eh bien, c'est parce qu'Erdogan veut faire pression médiatiquement sur la Grèce et l'Union européenne en concentrant ces personnes sur une petite zone côté turc. Quand les journalistes viennent, ça donne une impression qu'il y a énormément de monde, ce qui est vrai vu la superficie du territoire concerné par cette concentration. Alors qu'au sud du pays, la frontière est ouverte car Erdogan ne veut pas se passer du commerce avec la Grèce en provoquant la fermeture de l'autoroute qui relie les deux pays. Il n'a donc pas envoyé de migrants là. Je vous lis deux articles suivants maintenant, rapidement. Un premier article du 3 mars du journal La Croix. Cette semaine, après avoir subi de lourdes pertes dans la province d'Idlib au nord de la Syrie en raison de l'offensive syrienne et russe, le président turc a décidé de répondre militairement et simultanément de faire pression sur l'Europe en annonçant que la frontière était ouverte. Je cite ce qu'il a dit. Celle de la Grèce reste pourtant fermée, et en organisant des convois à destination du point de passage de Pasarkoul. Pourquoi celui-ci ? Parce que c'est le seul endroit où la Turquie dispose d'une bande de terre et de l'autre côté du fleuve, Evros. Preuve qu'il s'agit d'un montage tout à fait artificiel, on n'a pas vu un seul migrant au point de passage de Kapikul avec la Bulgarie, le poumon économique de la Turquie, par lequel transite l'essentiel du commerce turc avec l'Europe. L'article parle de lui-même, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Et maintenant un autre article du Figaro qui date de 2 jours avant, du 1er mars. Plus qu'un effet d'annonce, la Turquie a déployé les grands moyens pour faire pression sur l'Union européenne. En quelques heures, des bus ont été affrétés pour transférer migrants et réfugiés, moyennant 10 € à la frontière terrestre de la Grèce et la Bulgarie. La télévision nous disait que nous pourrions aller en Europe, explique Fatia, réfugiée afghane, mère de 2 enfants, qui se trouvait à Istanbul depuis 8 mois. Elle affirme avoir entendu à la radio turque des interviews de passeurs, activité pourtant illégale, l'incitant à venir vite. Son mari cumulait les petits boulots dans le bâtiment, mais avec la crise économique en Turquie, il n'y a plus de travail, notre dernière chance, c'est l'Europe, dit-elle. Accrochée au barbelé, un mouchoir sur la bouche, elle regarde la Grèce avec des larmes aux yeux et montre la carte distribuée par les autorités turques qui indique le chemin de la frontière. Alors que son mari ramasse du bois pour le feu de camp de la nuit, elle craque. Ils nous ont menti. Alors on perçoit bien les motivations de la Turquie, puis on perçoit bien surtout que cette arrivée de migrants elle est organisée par la Turquie, et la Grèce doit gérer elle-même l'arrivée de ces migrants dont elle ne sait pas d'où ils viennent. Vous voyez, je l'ai dit dans un des articles, il y a une réfugiée afghane. Erdogan dit que ce sont des réfugiés syriens, mais il y a également des migrants économiques, et la crainte d'islamistes voulant infiltrer l'Union européenne. Les accords de Dublin, dont je vous ai déjà parlé, imposent aux migrants de déposer leur demande d'asile dans le pays où ils sont arrivés. La Grèce doit donc gérer la situation de milliers de personnes qui veulent poursuivre vers l'ouest de l'Europe
et de centaines de milliers d'autres qui vont arriver si on laisse ouvert. Les îles grecques au large de la Turquie accueillent des milliers de migrants clandestins. La Grèce doit régulariser leur situation pour les accueillir comme réfugiés ou les expulser. Mais la situation est intenable pour l'État grec, peu aidé par l'UE, et pour les migrants eux-mêmes évidemment, qui sont prisonniers dans les îles où les passeurs turcs les ont envoyés. Je vous lis un document que vous avez dans votre manuel à la page 234. C'est un ouvrage collectif qui s'appelle Méditerranée des frontières à la dérive. Alors c'est d'après ce livre, donc une partie du texte a été remaniée par les auteurs de votre manuel. En 2017, 42% des migrants traversant la mer Égée transitaient par Lesbos, 23% par Chios et 18% par Samos. En mars 2016, l'accord UE-Turquie entraîne une diminution très importante du nombre d'arrivées sur Chios et les autres îles grecques, à partir desquelles un système de gestion des retours s'est mis en place. La mise en œuvre de cet accord, associé aux moyens de surveillance et de contrôle déployés en mer Égée, participe au développement de la frontiérisation. Dans le processus de franchissement des frontières, la mer Égée constituait un premier obstacle, l'île de Chios en forme désormais un second. La fermeture de la route balkanique et l'accord UE-Turquie ont transformé les îles de la mer Égée en de vastes zones d'attente qui font de ces dernières des îles-camps, entourées par une frontière naturelle quasiment infranchissable. L'île devient, pour les migrants, un lieu d'enfermement, un véritable piège. Ils ont atteint Chios au prix de plusieurs centaines de dollars par tête et au péril de leur vie. Quitter l'île ne dépend dorénavant plus d'eux, mais des institutions en charge de leur dossier. Malgré cet état de fait, cette première crise en 2015 et la crise de 2020, la Grèce et la Turquie sont censées être alliées comme membres de l'OTAN. Mais leur frontière est pourtant militarisée. Le pont d'Ipsala, par exemple, où passe l'autoroute qui relie les deux pays, est miné côté grec, et il est même prêt à être détruit en cas d'invasion de la part de la Turquie. Rappelons que l'économie grecque sort à peine de la grave crise économique qu'elle a connue dans les années 2010 et que le système social du pays a été fortement malmené par les plans de redressement imposés par l'Union européenne. Donc vous voyez que la Grèce déjà a eu beaucoup de mal à gérer la situation économique pour sa propre population parce que l'Union européenne lui a imposé des mesures drastiques et que là, il faudrait qu'en plus, elle gère l'arrivée d'une autre quantité de personnes importantes sans être aidée par l'UE. Selon la police aux frontières grecques, les militaires turcs aident les migrants à saboter la frontière et à jeter des cocktails Molotov sur les Grecs. Ces derniers essayent de ne pas riposter pour éviter l'explosion de violence entre autorités turques et grecques. Et le 12 mars 2020, donc, 100 agents Frontex sont quand même arrivés en renfort à la frontière terrestre. Ce n'est que 100, mais on voit que l'Union européenne a quand même commencé à réagir. Les Grecs défendent donc leurs frontières, mais également toutes celles de l'Union européenne, puisque cette frontière grecque, c'est une frontière extérieure de l'Union européenne. Il est donc nécessaire que tous les pays de l'espace Schengen gèrent les choses ensemble. Ici, la frontière européenne sert donc à protéger un territoire de la vague migratoire qui peut s'apparenter à une invasion stratégique de la Turquie pour se venger de l'Union européenne qui ne la soutient pas en Syrie et qui bloque les négociations d'adhésion au sein même de l'Union européenne d'ailleurs. Cette frontière, elle sert aussi à séparer deux systèmes politiques, une démocratie libérale, nécessaire si un pays veut rentrer dans l'Union européenne, c'est les critères de Copenhague de 93 dont je vous ai parlé. Donc vous avez d'un côté une démocratie libérale avec la République grecque et de l'autre côté une république présidentielle autoritaire, même dictatoriale, avec une répression violente des opposants en Turquie. Vous voyez qu'on réinvestit ce qu'on a vu dans les axes précédents, on voit les différentes fonctions de cette frontière. Et la suite de l'histoire, où est-ce qu'on en est maintenant de cette frontière gréco-turque? Deux articles la résument assez bien. Le Figaro du 18 mars. La Turquie a fermé ses frontières terrestres avec la Grèce et la Bulgarie pour éviter la propagation du coronavirus, annonce mercredi le télédiffuseur public TRT Haber. Article du 2 avril. Ils sont repartis comme ils étaient arrivés.
dans des bus affrétés par les autorités turques. Jeudi 26 mars, presque un mois jour pour jour après avoir été encouragé à l'appel d'Ankara à se presser aux portes de la Grèce en rêvant d'une Europe à bras ouverts, des milliers de réfugiés ont été contraints de faire demi-tour. Où aller? Avec quel argent? On nous a manipulés puis abandonnés, s'emporte par téléphone Malek, jeune Syrien de 29 ans. Dans la prochaine vidéo, nous arrivons au grand 3 de cet objet de travail conclusif, les espaces transfrontaliers intra-européens, passer et dépasser la frontière au quotidien. Il y aura une étude localisée et une étude à plus grande échelle pour généraliser. D'ici là, méfait accompli.